C'est le petit poussé de la compétition, mais on nous attend. On sait que l'équipe de la Guadeloupe a gagné le Nicaragua, et comme je le disais auparavant, on a quand même gagné le Panama il y a quelques années, et donc on est visé. Faire grandir le football en Guadeloupe, c'est un tout, au-delà de l'infrastructure, mais ce sont aussi les éducateurs, les entraîneurs qui doivent se former. Où on doit aussi peut-être parler de séminaires, de réunions entre éducateurs, et ce sont des choses qui se font pas. Voir un Marquinhos qui pleure, un président qui est hyper heureux, voir des joueurs, on ressent, on se rappelle de ces bonnes choses, bien sûr. Des souvenirs pour vous. Ben oui. Comment ça s'est passé, comment ça se passe, les émotions des joueurs, on a ça en tête. Et donc, on est hyper ravis pour ça. Bonjour et bienvenue dans votre émission Diva Indigo qui vous emmène dans l'intimité de celles et ceux qui font rayonner l'outre-mer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous recevons un ancien international qui a marqué l'histoire, à jamais le premier Guadeloupéen qui a décroché l'étoile de champion d'Europe dans un club français. Bonjour, Jocelyn Angloma. Bonjour. Alors, nous sommes ici au Crêpes Antilles-Guyane, confortablement installés dans la salle d'haltérophilie. L'Olympique de Marseille, mais aussi Paris, l'Inter de Milan qui se sont affrontés cette année en finale de Ligue des Champions, nous allons en parler. Vous avez joué dans les plus grands clubs européens avant un retour au pays où vous avez enfilé plusieurs casquettes. Ici au Crêpes, vous entraînez les jeunes âgés de 13 à 14 ans du Pôle Espoir. Vous dénichez ici avec votre équipe les pépites de demain. Oui, c'est très intéressant et très valorisant aussi. Valorisant pour la Guadeloupe, pour moi aussi, dans un premier temps. Et puis, mon collègue, M. Feltro, qui est le directeur. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Pendant 2 ans, les jeunes sont avec nous. Il faut les préparer à être au haut niveau. Et c'est pas forcément évident pour eux parce qu'ils doivent s'adapter à un concept qui est vraiment nouveau. Où ils doivent bien sûr être rapidement au diapason et puis, comme je le disais, s'adapter à l'environnement, l'internat, la cité scolaire et puis bien sûr des entraînements tous les jours. Est-ce que vous avez un nom là, dans ces 2-3 dernières années, de vraiment quelqu'un qu'il faut suivre? Oui, il y en a 2. Je dirais 2 pour l'instant, mais il y en a d'autres. Il y a Bélocian qui est parti à Leverkusen, qui a fait ses preuves à Rennes dans un premier temps. Il y a un Danois qui joue à Auxerre et qui actuellement est très demandé en Angleterre. Donc Kevin Danois. Donc c'est valorisant pour la Guadeloupe. Vous savez, le Pôle Espoir est très décrié à travers ceux qui font le foot, malheureusement, qui connaissent pas forcément le concept et comment ça se passe au haut niveau, comment ça se passe pour dénicher ces gamins et leur permettre par la suite d'être à un certain niveau. On pense que par année, on prend une dizaine de gamins, qu'on doit sortir 10 gamins. Non, c'est pas possible. Donc, c'est un gros travail. Mais vous avez d'autres belles réussites. Hein. Vous avez aussi Thomas Lemar, qui est passé par l'Atlético Madrid, ouais. Marcus Coco, FC Nantes, ouais. Il y a Jordan Ted, Stade Rennais. Ouais. Donc après, si on fait l'addition, on est quand même une petite dizaine quand même. Ah oui, mais quand je parle de dizaine, c'est-à-dire nous, on récupère une dizaine de gamins et dans l'année, on peut pas les sortir 10. Donc voilà. Et, 1, 2, c'est déjà pas mal, c'est déjà même le top. Et puis les joueurs cités, c'est vrai, j'étais pas encore sur le Pôle Espoir. Le Pôle Espoir, j'y suis maintenant, ça fait 7 ans. Et je dirais, entre guillemets, c'est les anciens, c'est eux qui ont vraiment lancé le Pôle Espoir. Parce qu'avant, c'était le centre de perfectionnement, donc ils s'entraînaient ou ici, à la RSMA. Donc maintenant, c'est tout autre chose. C'est encore beaucoup plus calibré et c'est vraiment la haute performance, c'est très tôt. Donc, ça a beaucoup changé. Et on a compris que la haute performance, ça demande du temps. Et pas forcément la quantité, mais donc la qualité.
Ah oui, oui, c'est surtout ça, la qualité. Bon, il y a la quantité au niveau des entraînements parce qu'il faut s'adapter. C'est ce qu'ils vont retrouver dans les centres de formation, voire plus haut. Et quand vous regardez les jeunes, Bélocien, il a 18 ans. Il était avec Doué qui vient de gagner la Champions League, qui a 19 ans, qui a 20 ans. Donc, ce sont des jeunes il est vrai que ça va très très vite pour eux, où il faut s'adapter et puis se préparer à être avec l'équipe professionnelle. Quand on vous écoute, on sent vraiment que la jeunesse est un moteur chez vous. Transmettre, partager votre expérience, c'est vraiment important pour vous. Ben, c'est important parce que c'est le futur, hein, c'est la vie. Enfin, pour nous en Guadeloupe, c'est avoir aussi des références. Et donc, ces jeunes-là, demain, vont apporter enfin peut-être leur quotidien à nos petits jeunes qui sont là. Et ce sont des référents. Maintenant, c'est comment les faire intégrer ce process pour que nos petits jeunes puissent se développer et avoir une connaissance du haut niveau. C'est à travers peut-être des réunions, quand ils sont de passage en Guadeloupe, les faire venir sur le pôle espoir et pour en parler de leur expérience. La force de l'exemple, d'ailleurs, on rappelle qu'ici que le CREPS accueille pour la première fois en Guadeloupe le programme Les Étoiles du sport, qui vise justement à accompagner les meilleurs espoirs du sport français, toutes disciplines confondues. Les champions Marie-Josée Pérec et Yannick Borel font partie des parrains de ce programme. Donc, on sent qu'il y a une dynamique qui est enclenchée ici au CREPS pour justement servir, faire appel à d'anciens Ouais. athlètes de haut niveau pour servir d'exemple Oui, aux bien jeunes. sûr, c'est un tremplin. Ce sont des choses qui sont vraiment importantes à mettre en place et tout pour que justement ces jeunes qui se retrouvent, même si ça peut paraître élitiste, le fait d'être au CREPS, mais c'est vrai, pour être au haut niveau, il faut trouver des talents, il faut trouver des potentiels à développer. Et après, ces personnes comme Marie-Jo, Yannick qui sont là, Yannick qui est dans la haute performance au CREPS, peuvent apporter et parler de leur expérience, c'est important. C'est important d'avoir ça. C'est valorisant, en tout cas. Et pour revenir au Pôle Espoir, ces jeunes que vous accompagnez, que vous coachez, n'étaient pas nés quand vous avez construit votre palmarès exceptionnel. Est-ce qu'ils vous posent des questions, vous, sur votre carrière? Est-ce que vous leur servez d'exemple? Bah, pas forcément. Le plus souvent, moi, je leur dis d'aller sur les réseaux. Vous allez voir plus ou moins ce que j'ai fait. J'aime pas trop parler forcément de moi, de ce que j'ai fait et autres, mais ça arrive, oui. C'est surtout au niveau des entraînements, comment se préparer éventuellement, et puis les conseils, les détails qui font la différence. Moi, je suis pas forcément là pour dire ouais comment faire un petit pont, comment faire un dribble, mais c'est aller à l'essentiel pour qu'ils puissent apprendre rapidement. On n'a plus le temps. Franchement, pour le haut niveau, on n'a pas trop le temps. Il faut aller vite à l'essentiel. Et comment aller à l'essentiel? C'est leur permettre aussi de développer leur intellect. Et ça, c'est important aussi, parce que sur le terrain, c'est à eux de jouer. Mais on met les choses en place avec la fédération. Il y a des choses qui sont bien précises, des GPS, vidéos, des choses qui font que le jeune ces jeunes-là auront la possibilité d'arriver au haut niveau. On n'a plus le temps, mais le contexte est difficile. Votre sport traverse une grave crise financière. Selon la Fédération française de football, 6 ou 7 clubs sont menacés en Ligue 1 et Ligue 2, des craintes de faillite. Est-ce que cet avenir incertain pèse sur vous, formateurs, sur la manière dont vous dispensez la formation? Oui, ça joue, c'est clair, parce qu'à ce moment-là, on demanderait encore plus de résultats, malgré ces soucis. On vous demande toujours des résultats, et les résultats, c'est sortir des jeunes, faire sortir des jeunes en centre de formation. Après, mais ça s'est vu au niveau du nombre de jeunes qu'on récupère par année. À une période, on pouvait récupérer au moins 15 par génération, parce qu'il y a les U14 et les U15. Donc maintenant, c'est 10. Donc c'est assez restreint. Donc c'est encore de l'argent qui manque pour pouvoir avoir un maximum de joueurs. Donc 10, moi je trouve que c'est peu pour nous en Guadeloupe, parce qu'on n'a pas déjà on n'a pas énormément de visibilité. Et arriver avec 10 jeunes qu'on doit bien préparer, c'est vrai, d'un autre côté, ça nous permettra de mieux travailler avec très peu.
Mais de notre côté aussi, ça pénalise peut-être un autre potentiel à côté. En tout cas, ces jeunes, on va vous retrouver dans une autre vidéo avec eux. Mhm. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Vous avez donc une autre casquette, celle de sélectionneur de l'équipe de Guadeloupe depuis 2017, l'entraîneur des Guada Boys. Vous avez décroché votre ticket pour participer à la Gold Cup 2025, compétition majeure de la Confédération internationale Zone Amérique, la CONCACAF. On connaît la liste des Ouais. 26 Guadeloupéens retenus pour affronter le gratin du foot du 14 juin au 6 juillet aux États-Unis. Dans la sélection, on retrouve beaucoup d'habitués. Vous avez donc fait le choix de la stabilité. Oui, c'est important. C'est important et puis quelque part aussi, c'est d'où notre difficulté à pouvoir avoir des joueurs où les clubs peuvent les laisser partir. Donc la stabilité, ça passe par là. Ces joueurs-là sont venus, connaissent et puis c'est pour permettre aux autres de pouvoir s'intégrer et ils sont là pour ça aussi. Et puis après, c'est une connaissance aussi au niveau football, au niveau tactique et autres, plan de jeu, tout ça. Ces joueurs-là vont pouvoir faire en sorte que ça aille beaucoup plus rapidement. Et pour moi, c'est important. Ça a son importance parce que ce sera du travail en moins, mais et aller à l'essentiel. Alors, chaque sélection, il y a les heureux et puis il y a les déçus. Ouais, Vous ouais, recevez ouais. beaucoup de demandes. Exact. Comment gère-t-on justement ça se décide comment Bah, ce sont des discussions avec le staff, avec les gens qui collaborent, toutes ces personnes qui collaborent autour. J'ai Franck Sylvestre et Michael Alphonse, des anciens pros, qui travaillent sur la métropole justement avec ces joueurs professionnels pour les sensibiliser dans un premier temps sur ce qu'on a mis en place en Guadeloupe. C'est pas forcément évident pour eux. Après, travailler avec les clubs aussi, essayer en tout cas. Avoir des discussions pour pouvoir lâcher les joueurs, savoir comment ils sont, s'ils sont en forme ou pas, blessés. Donc, c'est toute une démarche qui est mise en place pour qu'on puisse avoir ces joueurs-là. Et malgré les difficultés, parce que bon, je sais très bien que je vais avoir encore des difficultés, on va partir le 12 vers les États-Unis pour jouer 3 matchs jusqu'au 24, en espérant pouvoir passer le premier tour. Mais je sais aussi, on est en fin de championnat, début de préparation pour certains joueurs. Ça va être compliqué. Peut-être qu'on ne va pas pouvoir les garder et ça, c'est toujours embêtant. Alors justement, la sélection est dans un groupe particulièrement compliqué pour cette Gold Cup. Quels sont vos objectifs? Ben, l'objectif fixé par le président, déjà, c'est de passer le premier tour. Donc, et ça, parce que à 2 reprises, 2021 et 2023, on n'a pas pu y arriver. Et ce serait bien de passer ce premier tour. Et, mais ça va être compliqué, c'est vrai. Groupe relevé, nous, c'est à monter une équipe, enfin, les 26 qui sont là, savoir que il va falloir batailler dur pour pouvoir se qualifier. Hein. Et ça commence dès le premier match, le 16 juin, contre le Panama, Contre le Panama. habitué des finales, Ouais. finaliste de la Ligue des Nations cette année, finaliste de la Gold Cup 2023. Le sélectionneur a déjà indiqué que son groupe est taillé pour une nouvelle finale. Dans quel état d'esprit on aborde ce type de match? C'est être costaud déjà, fort mentalement. Bon, on sait très bien que le Panama, c'est l'épouvantail, hein. C'est l'équipe à battre peut-être, mais ça va être compliqué. Je connais l'entraîneur qui a été formé à Barcelone, qui a un jeu quand même assez direct et c'est un jeu assez prenant aussi parce que ça court énormément et c'est assez costaud. Maintenant, c'est normal que cette équipe soit favorite. 2 finales de suite à ce niveau de la compétition. Auparavant, on les avait gagnés, mais ça a beaucoup changé. En 2009, je crois, et ça a beaucoup changé. Maintenant, c'est une toute autre équipe qui joue un football super alléchant. Mais on a des arguments. Moi, je pense qu'on a des arguments parce qu'on sait être solide, on sait marquer des buts. Donc, c'est bien se préparer en tout cas. Vous avez aussi choisi la tactique. La tactique, pas forcément. Hein. C'est au fil des entraînements qu'on va décider. Bon, on sait comment joue cette équipe. Maintenant, c'est comment nous, on va jouer pour pouvoir les déstabiliser. Donc, la tactique,
c'est les entraînements qui vont décider, et puis bien sûr la forme des joueurs. Un mot quand même pour, sur le match qui vous opposera au Guatemala, qui est aussi, que vous attendez aussi, là aussi, un match très difficile. Oui, c'est un match très difficile. Maintenant, ben, ça fera la 3e fois qu'on contre cette équipe. Compliquée, avec surtout des supporters, parce que nous, on va partir, on n'a pas de supporters. On n'a rien du tout. Et on va trouver quelques personnes aux États-Unis qui vont nous soutenir, quelques Guadeloupéens qui s'y trouvent. Le Guatemala, oui, ça va être la folie. C'est une compétition vitale pour eux. Oui, ils ont un esprit de revanche. Esprit de revanche et de suprématie, encore une fois. Bon, on les avait éliminés la première fois. Ils n'avaient pas participé à la Gold Cup. Là, ils ont gagné la dernière fois en nous empêchant d'aller au second tour. Et ça, c'est vrai que ça va être compliqué. Mais on a des possibilités parce que quand on voit non seulement qu'on peut rivaliser, mais on a quand même marqué des buts contre cette équipe, on se dit qu'on a les moyens de passer. Donc il faut être positif dans sa tête, positif aussi sur ce qu'on va faire et surtout la solidarité. Et donc j'espère que ça, on aura du monde ici pour nous pousser dans un premier temps. La solidarité, donc pas uniquement sur le terrain, mais aussi exact. Dans l'archipel. Dans l'archipel, ça, c'est très important pour nous. Alors, le message est lancé à tous ceux qui regardent l'émission. N'oubliez pas de supporter les Guada Boys. Un mot sur les joueurs Mathias Phaéton et Anthony Baron qui participent à leur 3e Gold Cup consécutive. Vous comptez particulièrement sur leur expérience, justement, des grandes compétitions? C'est ce qui fait quelquefois qu'on soit des grands joueurs. C'est l'expérience, c'est les participations à ces compétitions qui arrivent et on sait comment les aborder. Donc aussi, comme je le disais tout à l'heure auparavant, c'est permettre aux nouveaux de s'adapter à cet environnement, de par les discussions, peut-être déplacements sur le terrain, comment ça va se passer, et puis l'environnement. L'environnement, c'est très important parce qu'on a le stress. Donc, c'est mettre les émotions de côté, c'est pas forcément évident, c'est humain, même s'ils sont préparés. Donc, ça aussi, ce sont des choses, bien sûr, non seulement à appréhender et à se préparer. On a un préparateur mental pour ça aussi. Donc, mais on a le coach qui a cette expérience également des grandes compétitions et qui certainement, quand vous vous adressez à vos joueurs, quels conseils vous leur donnez pour justement rester fort mentalement, quel que soit l'adversaire? Non, moi, c'est peut-être ma nature aussi qui fait que quelquefois mes joueurs sont assez calmes, assez posés, et puis balayer un peu tout ce qu'il y a autour. L'environnement quelquefois peut être néfaste, l'ambiance du public, de l'adversaire, sur le terrain. Donc, au niveau émotionnel, il faut être très, très fort. Et ça, c'est plus dans ce sens que j'essaye de travailler. Parce que les qualités, ils sont, les qualités techniques et physiques. Maintenant, c'est travailler plus le mental. Donc, au-delà du préparateur mental, moi, je fais ce petit travail aussi, de par les connaissances aussi. Et puis après, parler des détails, parce que ce sont les détails qui font la différence dans le sport de haut niveau. En cas de victoire contre le Panama, est-ce qu'on pourrait se permettre de rêver d'une demi-finale de Gold Cup? Ça va loin, ça. Ça va loin. Non, mais nous aussi, nous sommes optimistes. Ben oui, il faut l'être. Mais gagner contre le Panama, ça veut dire qu'il y aura encore 2 matchs. Donc, il faudrait gagner encore un match pour pouvoir se qualifier. Je dis pas faire match nul, faire 2 matchs nuls peut-être, mais faire un match, gagner 2 matchs. Si on gagne nos 2 matchs, les 2 premiers matchs, ben c'est fait, on peut faire tourner l'équipe, on peut voir les choses différemment. Après, demi-finale, il faudrait déjà passer un quart et puis voilà. Mais ce serait bien de faire un gros coup pour nous, pour la Guadeloupe, pour tout le monde. Sachant qu'en 2007, on était arrivé, les Guada Boys sont arrivés à ce niveau avec vous sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait refaire cette année en 2025 pour pouvoir atteindre ce niveau-là? Vous savez, malgré tout, on part, c'est le petit poussé de la compétition, mais on nous attend. On sait que l'équipe de la Guadeloupe a gagné le Nicaragua, et comme je le disais auparavant, on a quand même gagné le Panama il y a quelques années,
Et donc, on est visé. Les journalistes sont là pour vous rappeler, voilà, les situations précédentes. Et donc, il va falloir être prêt pour ce type de match. Ne pas s'attendre à dire que bon, ben, ça va être facile, qu'ils vont nous prendre de haut. Non, ils vont nous prendre bien au sérieux parce qu'on a des qualités, on a montré des qualités. Nos matchs sont télévisés, ils vont les analyser, tous ces matchs-là. Et puis après, donc, il y aura une équipe en face qui va jouer le jeu à fond. Alors, les Guada Boys qui vivent une saison exceptionnelle, une saison 2024-2025, parce qu'avant la qualification pour la Gold Cup, il y a eu la montée en Liga de la Ligue des Nations, qui est la deuxième compétition majeure de la CONCACAF. Il faut le rappeler, parce que c'est des efforts. C'est avec vous et avec votre équipe. Vous vous êtes donné pour objectif de faire grandir le football dans l'île. Comment y parvient-on quand la quasi-totalité des équipements ne répondent pas aux normes de sécurité et d'homologation fédérale pour accueillir des compétitions? Vous savez, faire grandir le football en Guadeloupe, c'est un tout, au-delà de l'infrastructure, mais ce sont aussi les éducateurs, les entraîneurs qui doivent se former, où on doit aussi peut-être parler de séminaires, de réunions entre éducateurs et ce sont des choses qui ne se font pas, malheureusement. Donc on ne peut pas parler football pour savoir dans quel sens on ira. On a eu l'occasion d'essayer, je crois que moi je l'ai fait au début, quand j'ai pris la sélection, d'essayer de réunir tout le monde. Ça n'a pas pris. Malheureusement, pourquoi? Je me pose toujours la question. Et si on n'a pas ce sentiment, cette envie de travailler ensemble, au-delà des résultats de chaque équipe, c'est travailler pour la Guadeloupe pour que le foot soit beaucoup mieux, ça va être compliqué. Et infrastructure, maintenant, c'est arriver à avoir un stade qui correspond à tout le monde, qui correspond à l'île. Pas forcément un stade de 20 000 places, parce que jamais on pourra remplir 20 000 places s'il n'y a pas la population pour. On n'est pas assez fervent supporter pour ça aussi, ça c'est vrai, parce que ça se voit tout le temps, souvent, on n'a pas énormément de monde au stade. Donc c'est avoir un stade qui correspond à la Guadeloupe, un stade aussi qui peut être modulable pour le cyclisme en même temps, faire il y a des concerts, il y a tout, et parce que l'entretien, ça demande énormément. Mais ce sont des discussions qu'il faut avoir avec les gens compétents, trouver des solutions. On l'a entendu, vous regrettez le manque d'implication de certains dirigeants des clubs locaux. Est-ce que finalement, en Guadeloupe, il nous manque l'ardeur d'un Luis Enrique qui a transformé son équipe, l'équipe de la capitale, pour l'emmener vers une victoire historique? Ouais, mais ça c'est autre chose, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Il y a Et des on va moyens. parler de cet autre niveau avec vous, parce que vous avez évolué dans cet autre niveau. Oui, mais il y a des moyens extraordinaires pour que le PSG puisse gagner cette Ligue des Champions. 32 ans après l'Olympique de Marseille, le PSG qui vous a rejoint sur le toit de l'Europe. Non, mais s'il était temps. À jamais les deuxièmes, titrait le journal La Province. Ouais, le deuxième, oui, mais avec un score historique, donc 5-0. Quelques jours avant, vous avez pronostiqué un match compliqué pour les deux équipes et finalement, à l'arrivée, on se rend compte facile. Que, voilà, pour l'une, pas pour l'autre, bien sûr. Oui, c'est clair. Non, mais quand on connaît ces équipes-là, on se dit que ça va être compliqué, c'est normal. Parce que l'Inter, moi, je ne m'attendais pas à voir une équipe aussi fade. On se pose encore la question pourquoi et comment ça s'est passé, quoi. Au-delà de la performance parisienne, l'équipe en face s'est pas montrée à la hauteur, pas du tout. Et donc, ça a facilité la tâche de Paris. Et tant mieux. Parce que moi, c'est vrai que d'un côté, on parle souvent de l'OM, Paris Saint-Germain, rivalité. Moi, j'avais envie, pour une fois, qu'on parle de la France, quoi. Vous avez souhaité la victoire d'un club français. Oui, c'est enregistré. Voilà. Ouais. Est-ce que le Marseillais a fêté le PSG alors? Bon, fêté, je ne dirais pas fêté, mais j'étais vraiment content. Déjà, dans un premier temps, pour mon fils qui est né à Paris, à Saint-Germain-en-Laye exactement, il est fan de Paris, donc ça fait plaisir pour lui. Mais fêter, non. Moi, j'étais vraiment ravi. Parce que j'ai regardé quand même les cérémonies, manifestations et tout. Qui ont été grandioses d'ailleurs. Ouais, voilà. À l'Élysée, il y a eu les Champs-Élysées, les défilés sur les Champs-Élysées, accueil à l'Élysée, il y a eu le Parc des Princes. Moi, c'est surtout le parc. Ouais. Surtout sur le terrain. Vous avez frissonné?
Bon, frissonner, pas forcément, mais voir un Marquinhos qui pleure, un président qui est hyper heureux, voir des joueurs, ben, on ressent, on se rappelle de ces bonnes choses, bien Justement, sûr. des souvenirs Et pour c'est, vous. ben oui, comment ça s'est passé, comment ça se passe, les émotions des joueurs, on a ça en tête. Et donc, on est hyper ravis pour ça. Ça Et vous a replongé 32 ans auparavant. ben, 32 ans, à travers ma carrière, à travers les titres, à travers les victoires, oui. Parce que quand on fait ça avec son public et tout, non, c'est génial. Donc, c'est pour ça que ce métier, c'est pour ça que continue à faire ce métier, permettre peut-être demain à d'autres jeunes de connaître ce sentiment, ces sentiments. Vous avez gagné le titre de champion d'Europe avec, vous avez dit, une bande de voyous. Ouais. Non, c'était une période où nous, il fallait que quand on arrive sur le terrain, qu'on voit que on dégageait une certaine puissance de part et d'autre, que ce soit techniquement, physiquement, mais dans la tête aussi, qu'on se dit, mais ces gars-là, ce sont des tueurs, quoi, entre guillemets. Et c'était ça aussi la force de l'OM, la force de Marseille, un président omniprésent qui vous poussait au-delà de vous-même. Et ça aussi, c'était important. En tout cas, très important pour moi par la suite de ma carrière, dans la suite de ma carrière. D'avoir un président qui sait aller chercher ce petit plus pour vous faire grandir. Et ce côté-là, quand il y a l'entraîneur qui l'a, le président et tout, c'est top pour le joueur, quoi. À quoi ressemblaient les jours d'après champion, quand on décroche le titre de champion d'Europe? C'est-à-dire, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. On est là, on vit le truc, c'est la fête déjà. On fait la fête, mais c'est vraiment après qu'on s'en rend compte que, et je pense que ça se passe pareil pour les gars, hein, que vous avez fait quelque chose de grandiose, quoi. Et ça, on pouvait pas l'imaginer. Et puis à l'arrivée, on le fait. Et puis non, on s'en rend compte que vraiment, on a marqué. L'événement a été marqué par cette victoire-là, aller chercher la victoire, comment, et puis après on se dit c'est fait. Ouais. Non. Et quand on se rend compte, est-ce que ça, du coup, ça met une pression pour être encore meilleur, toujours meilleur, aller chercher d'autres victoires? Oui, on a envie d'aller, ça dépend de l'âge aussi. Ouais, le petit jeune, moi pour prendre le plus jeune, c'était, je dirais doué, ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué. Ce qui est bien dans le sport, surtout dans le foot, dans la semaine même, lui, demain, il a un gros match contre l'Espagne. Donc, il faut se remettre en question tout de suite, oublier ces bons moments-là pour se consacrer au présent. Et ça, mais celui qui a l'âge, comme Marquinhos, qui a la trentaine et tout, il se dit, enfin, déjà 12 ans qu'il aspirait à ça, enfin, c'est bon, il peut se relâcher maintenant, éventuellement. Mais on a toujours envie de plus à ce niveau-là, toujours. Est-ce que Dembélé mérite le ballon d'or? Il fait partie de ces joueurs-là qui méritent. Mais oui, je dirais oui. Ce serait bien pour un Français. Ce serait bien aussi, je sais pas, pour un Noir. Non, parce que ces derniers temps, c'est Messi, Ronaldo, là c'était Rodri, pourquoi pas Dembélé, ou même Lamine Yamal. Ouais. Mais ce serait bien que ce soit un Français, ouais, parce que nous, ça fait un moment, on touche pas vraiment le Graal, quoi. Et là, c'est la Champions League, peut-être Ballon d'Or, ce serait bien pour la France, ouais. On va retourner encore un peu en arrière. Dans l'équipe de Marseille 1993, il y avait Fabien Barthez, Marcel Desailly, Didier Deschamps. Est-ce que vous avez vu la montée en puissance de ces joueurs français? Oui, déjà, après, on s'est retrouvés, on était déjà en équipe de France, tous. Donc, et on s'est retrouvés par la suite, quand je suis parti au Torino ou à l'Inter, toujours en équipe de France. Donc, la puissance, oui. Oui. On s'est retrouvés pendant le championnat d'Europe 96 en Angleterre avec l'équipe de France, où on est arrivé en demi-finale. Donc, c'était déjà une montée en puissance par rapport à 92, que j'étais en équipe de France aussi, championnat d'Europe, Suède. Et donc, ça montait crescendo.
des joueurs qui étaient en devenir et puis qui par la suite ont brillé, qui sont arrivés en 98. Moi, j'y étais pas et qui ont, ben voilà. Mais justement, Ouais. 37 sélections en équipe de Mm. France, mais vous ne faisiez donc pas partie de l'équipe des Bleus 98. C'est Lilian Thuram qui joue à votre poste. Votre fils Johan a d'ailleurs une question pour vous à ce sujet. Je sais que tu es quelqu'un qui n'a pas l'habitude de regretter ses choix ou justement une situation dans la vie, mais est-ce que dans ta carrière de footballeur, tu as une situation, un choix ou une blessure que tu regrettes particulièrement? Voilà. Pas de regret. Pas de regret. Situation, oui. Situation, blessure plutôt, en 93. Ouais, parce que j'ai pas pu faire la fête. Voilà, c'est tout. Le soir de votre le soir, je me fracture. victoire, de votre Ouais, titre. c'est ça, 93, je me fracture le tibia. Donc, je n'ai pas pu faire la fête, aller à l'Élysée, voilà, toutes ces choses que j'ai ratées. Enfin, je ne dirais pas un regret, mais parce qu'on gagne la coupe, maintenant ça reste. Mais c'est vrai que les victoires, c'est ça, c'est faire la fête après. Et qu'on ne peut pas faire la fête, on se dit, ben, il y a quelque part C'est un un peu sentiment, gâché. voilà, un sentiment, ouais, de Mais non pas fini. de regret pour l'équipe de France 98. Non, pas du tout, pas du tout. Pas de regret parce que j'avais pris une décision, j'avais bien réfléchi, je partais à l'Inter de Milan, 32 ans, j'avais 32 ans, je me suis dit c'est le moment. Thuram qui arrivait, et je me suis dit c'est le moment de me consacrer bien sûr à la nouvelle équipe, au nouveau club, et puis à ma famille. Et c'est vrai que quelque part aussi, c'était peut-être bien, j'avais moins de matchs à faire. À l'arrivée, je suis arrivé à l'âge de 37 ans. C'est pas évident de jouer jusqu'à cet âge. Et donc, ça m'a plutôt fait du bien que porter préjudice. Donc, l'équipe de France, c'était bien. Passé de super moments, mais à un certain moment, il fallait s'arrêter. Et vous voilà. avez quand même laissé des traces parce que vous avez été précurseur en développant un style de jeu offensif pour un latéral. Oui, c'était plus du fait que je jouais attaquant. En partant de la Guadeloupe, je suis arrivé, j'ai joué milieu de terrain à Rennes, j'ai joué milieu de terrain que ce soit à Lille, à Paris, au PSG. Et puis c'est en équipe de France que j'ai commencé à jouer arrière droit. Donc je me devais de continuer sur ma lancée. Je ne pouvais pas jouer arrière défenseur comme un défenseur. J'étais trop porté sur l'offensif. Donc ça m'a fait énormément de bien et du mal en Italie. Parce qu'en Italie, c'est catenaccio, ça veut dire on défend tout le temps. Et donc, quelquefois, ça m'a porté préjudice. Et ce qui fait qu'on ne pouvait pas m'enlever de l'équipe, mais on ne pouvait pas me mettre défenseur. Donc, je suis passé milieu de terrain, voire même attaquant. Donc, et c'est comme ça que ce poste-là, je l'ai développé à ma manière. J'étais assez rapide aussi. Et puis après, dans la répétition des efforts, ça fait partie du haut niveau. Celui qui arrive à répéter les efforts dans un match et tout, a énormément de chances, de possibilités de réussir. Je ne parle pas de chance, réussir. Donc, ça, c'est un conseil pour les jeunes générations. Voilà. En tout cas, en équipe de France, vous avez croisé Zinedine Zidane. Ouais. Est-ce qu'il avait déjà, à ce moment-là, notamment l'Euro 96, est-ce qu'il avait déjà les qualités qu'on lui connaît, les qualités star du ballon qu'il est devenu? Il avait déjà énormément de qualités, hein, mais il n'avait pas encore bossé, vraiment. C'est vrai que c'est en Italie qu'il a pu bosser et devenir le joueur que tout le monde parle, mais il avait déjà énormément de qualités. Je l'ai connu en équipe de France. J'ai réussi à lui faire marquer un but de la tête. C'était... Voilà, et par la suite, il marque 2 buts de la tête contre le Brésil en Coupe du Monde. Donc voilà, mais Zidane, oui, c'était le joueur, on comptait sur lui, on prenait la balle, déjà, même à cet âge-là, on lui donnait la balle, il faisait la différence. Donc, ce sont En plus, ouais, il était calme, il était posé. À son image, la personne qu'on voit maintenant, c'était ça. C'était très discret. Très discret sur sa vie, très discret même pendant le match sur le terrain. Il faisait son taf et puis après, on a fini bien. Ouais. Zinedine Zidane qui rêve de succéder à Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus après la Coupe du Monde de 2026. Zinedine Zidane est-il le meilleur candidat? Ouais, c'est le candidat. Moi, je pense que ce qu'il a fait, ce serait bien. Et il a envie.
Donc, c'est ce qui est important. C'est pas qu'on le pousse. C'est vrai qu'on le pousse quelque part. Et je me rappelle une personne qui est Michel Platini, on l'a poussé à être sélectionneur. C'était pas son truc du tout. Et ça s'est vu. Hein. Il n'est pas resté très longtemps. En 92, ça s'est plutôt mal passé. On était en Suède. On a tout raté. On n'est même pas passé au premier tour. Mais lui, il n'était pas prêt. Mais Zidane, lui, il s'est préparé à ça. Il se prépare. Je pense que oui, il faut lui donner la possibilité de prendre l'équipe de France. Il y a d'autres candidats, mais je crois que l'idéal, ce serait de le mettre et de voir. Ouais. Surtout qu'il prenne aussi un beau jeu, un jeu qui est peut-être décrié de la part de Deschamps, sur sa façon, sa philosophie de jeu. Mais lui, il a des résultats tout le temps, Deschamps. Donc, souvent, plutôt. Et ce serait bien de voir Zidane à la tête de la sélection. Ben, peut-être pour les joueurs aussi, parce qu'ils aspirent toujours à bien jouer, à avoir du beau jeu, et pour les Français. Mais ça ne veut pas dire que tu vas gagner. Mais bon, j'espère pour lui que ça, s'il est à la tête de l'équipe de France, que ça se passe le mieux possible. Alors, on l'a dit, vous avez accumulé les titres, les trophées, en passant de plusieurs clubs du nord au sud de l'Europe. Il y a eu Marseille, Lille, PSG, Inter Milan, Valence. Quand vous aviez 13 ans, 14 ans, est-ce que vous rêviez d'un tel parcours? Non, pas du tout. On n'avait pas à cette période de possibilité déjà. Voir un match à la télé, c'était un événement. On pouvait voir éventuellement l'équipe de France. Mais non, pas. J'étais pas focus foot. J'étais focus foot ici, en Guadeloupe. Mais le plus haut niveau, on commençait à parler parce que Trésor était parti, on parlait de ça. Mais moi, la preuve, je suis parti à 20 ans, donc c'est très tard. On va revenir avant votre départ à 20 ans. On va revenir au tout début. Vous, le football, vous êtes issu d'une fratrie de 11 frères et sœurs, plusieurs pratiquant une discipline sportive. Mais vous, le football, vous l'avez appris dans la rue avec les copains? Dans la rue, oui, comme tous les gamins à l'époque. Ouais. Dans la rue, je jouais comme ça. À l'école aussi. À l'école, parce que bon, à cette période, ils faisaient des petits matchs, il y avait des entraîneurs, enfin des éducateurs qui étaient enseignants aussi, et ce qui fait que bon, l'après-midi, on n'avait rien à faire, ils faisaient des petits matchs. Donc c'est comme ça que j'ai été, entre guillemets, détecté pour aller dans mon premier club à l'Étoile de Morne-à-l'Eau. L'Étoile de Morne-à-L'Eau. Voilà. Mais avant l'Étoile de Morne-à-l'Eau, il y avait donc le foot, il y avait les tâches que vous confiait votre père Boucher, et puis il y avait l'école. Oui. Que j'aimais beaucoup. Donc, c'était votre cauchemar. Ouais. Non, mais c'est même pas que... C'était comme ça. On aime ou on n'aime pas, et il fallait y aller quand même. Mais vous, c'était un reculon. Mais c'était un reculon, oui, c'était un reculon. Parce que bon, dans ma tête, c'était jouer. Je ne pensais pas encore à quel métier que j'allais faire ou quoi que ce soit. On est jeune, insouciant, on ne voit pas encore la vie, on a les parents qui amènent à manger à la maison, on ne voit pas tout ça. Et donc à l'école, oui, je ne faisais pas forcément d'efforts. J'étais même plutôt mauvais élève. Oui, j'étais mauvais élève, oui, c'est clair. Mais je ne faisais pas d'efforts, de réflexion. Je parle souvent aux jeunes, il faut apprendre à réfléchir, à argumenter, à s'ouvrir et tout. Moi, ce n'était pas dans ma tête, toutes ces choses. Peut-être aussi la manière d'enseigner, est-ce que c'était... Voilà, ça a beaucoup changé. C'était trop imposer les choses à cette période. Bon, ça a eu son bon côté, mais aussi des mauvais côtés. Parmi les mauvais côtés, il faut souligner quand même que vous aviez, avec votre frère, installé un climat de terreur. Ouais, c'est beaucoup dire. Alors, oui, parce qu'un jour, vous avez tenu à corriger un professeur. Non, pas tant que ça. Non, c'était avec mon frère, on était... Mais quand on se rappelle de... Moi, je me rappelle des récits de mes parents, quand on se rappelle le respect qu'on avait pour les professeurs et tout ça, ce que vous avez fait, je vais vous laisser raconter. Non, mais on se laissait pas faire. À vrai dire, dans la famille, avec mes frères, que ce soit mes frères et sœurs, on se laissait pas faire. Donc, à l'école, on allait à l'école. Vous savez, à cette période, les profs, ils aimaient corriger. Impossible de me corriger. C'était pas possible. Ni mon frère, ni personne. Non, c'était pas possible, ça. Et donc, on essaie de nous corriger, on répond. Voilà. Et là, vous avez répondu avec des pierres. Les pierres ont crié. C'était un peu ça, notre truc, ouais. Donc,
voilà, mais après, c'est pas forcément la chose à faire. Oui, Mais, parce qu'on en sourit, mais on rappelle quand même ouais, que... ouais. Non, c'était plus, nous, on n'était pas forcément bagarreurs, mais non, Vous c'était pas étiez un jeune homme possible. difficile quand même. Difficile, pas compliqué, mais non, on ne pouvait pas accepter ça. C'est avec cette fougue alors que vous arrivez à 13 ans à l'Étoile de Mm. Morne-à-l'Eau, où vous rejoignez un de vos modèles à l'époque, c'est Antoine Noyon. Ouais, qui malheureusement est décédé tout récemment. Oui, c'était le modèle qu'on avait à Morne-à-l'Eau. À vrai dire, c'était l'étoile. On n'avait pas forcément, comme je le disais, aller voir des autres équipes, des possibilités de se déplacer. Donc, Antoine Noyon était enseignant, a amené, au-delà d'être un super footballeur, nous a amené une façon de faire, et surtout au niveau mental, et puis au niveau du travail. Comment travailler, de courir, du goût de l'effort, toutes ces choses. Lui, il le faisait, il avait les qualités et il le faisait aussi. Donc, quelquefois, on se dit, on a les qualités, on n'a pas forcément besoin de travailler, mais non, il faut associer les deux. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et lors d'un match, il vous a donné une leçon particulière. Il vous a exclu du terrain alors même que vous faisiez partie des meilleurs. Ouais, parce que ouais, il a estimé que je courais pas assez, que je l'écoutais pas. Moi, j'étais à ce niveau-là un peu forte tête aussi. Donc, on commence à trop m'engueuler, j'arrête. C'était un peu ça. J'arrête de courir, j'arrête. Et ce jour-là, j'ai arrêté de courir. Il m'a allez, dégage. Mais ces choses m'ont beaucoup aidé. C'est par la suite, on constate que l'importance de l'éducation, ouais, parce que c'est une manière d'éduquer aussi. Et puis après, ça m'a aidé dans ma carrière, parce que ça m'est arrivé aussi à Rennes. On me dit, t'es pas encore prêt, tu sors. Et là, j'étais déjà pro, ça fait mal. Donc, on change d'attitude, on change de façon de faire, et on se prépare dans la vie, déjà à être pro. Parce que moi, je glissais trop sur le terrain, j'avais pas mis les crampons qu'il fallait. L'entraîneur m'a dit, tu dégages. Ouais, voilà. C'est comme ça se passe ici. Rennes, c'était à l'âge de 20 ans. Ouais. Et il y a un homme qui a été déterminant justement pour votre arrivée à Rennes, c'est le docteur Rinaldo, Ouais. qui est un homme qui est resté très longtemps discret, mais qui a donc beaucoup fait pour que votre carrière de footballeur décolle. Oui, lui, il avait comme contact Mario Relmi qui était à Rennes, qui est guadeloupéen. Et donc, il a fait le nécessaire pour que je fasse un essai. Un essai qui a été concluant au bout de 3-4 jours. Mais moi, je ne me voyais pas rester au mois de novembre, en métropole, parce qu'il faisait froid. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup contribué à ça, parce qu'il se disait que je pouvais être comme Laurent Blanc, qui jouait déjà en pro, des gars que j'ai connus par la suite, où on s'est retrouvés en équipe de France. Donc, je pense qu'il a eu raison. Il allait jusqu'à payer votre billet pour payer venir le billet, en métropole à l'âge de argent 20 de ans. poche, voilà, pour que je puisse partir, et voilà. Donc, on vous fait ça, on vous permet entre guillemets, faisait pas partie de mes rêves, mais d'avoir une possibilité de jouer au foot et de faire que du foot, je peux que remercier, et puis, je sais pas, énormément de remerciements, de bonté aussi, et de choses qui m'ont permis, bien sûr, d'être qui je suis aussi, d'avoir de la reconnaissance, mais pas que. Vos parents, à l'époque, ne voyaient pas forcément d'un bon œil votre carrière de footballeur. Il a fallu les convaincre. Ouais. Et après, justement, quand ils ont vu leur fils décoller, ils se sont dit, finalement, on a eu raison de lui faire confiance. Oui, c'est surtout ma mère. Ma mère qui était très bien à l'école, qui voulait que ses enfants aient des diplômes et autres. C'était surtout ça. Et puis partir à l'aventure, pour ma mère, c'était ça, partir à l'aventure. Mon père voyait la chose différemment, c'est-à-dire que je pouvais me faire ma vie, trouver un métier éventuellement. Et donc, il voyait ça différemment. Et puis pour lui, il voulait plus que je reste en Guadeloupe. Voilà. Ouais. Il voulait à cette période plus que je reste en Guadeloupe. Je jouais déjà en senior. Il entendait des choses aussi sur moi, donc des choses qui font souvent mal aux autres. Ça ne me touchait pas, parce que je m'étais habitué à tout. Mais les commentaires qu'on faisait sur vous. Oui, il y a les commentaires, mais que ce soit... Et quand on entend parler de son enfant,
c'est son enfant, quoi. On a envie de protéger ses enfants. Et là, à ce moment-là, il s'est dit, ouais, ce serait bien que tu partes. Ouais. De profiter de l'occasion, quoi, en tout cas. Et il a eu raison. Ben, il a eu, oui, parce que bon, il avait toujours les paroles qu'il fallait. Et puis, surtout, c'était un homme hyper droit, hyper sérieux dans ce qu'il faisait. Il voulait que ses enfants soient pareils, réussissent dans la vie, mais toujours droit, toujours bien avec les autres, dans la bienveillance et autres. Et puis voilà. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes courtisé dans l'Hexagone, mais aussi en Europe. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Jocelyn Angloma reparte vers d'autres défis, comme par exemple l'équipe de France? Non. Non, mais pour moi, je dirais, enfin, on ne peut pas dire que c'est trop tard, mais ça n'a jamais été vraiment mon leitmotiv. C'était plutôt, quand j'ai terminé ma carrière, de rentrer ici et de faire ce que je fais. J'ai eu l'occasion de rentrer peut-être tardivement à la Ligue. Je pense que ça aurait dû se faire, j'aurais dû me préparer beaucoup plus tôt, quand je vois comment les choses ont évolué, comment j'aurais pu faire évoluer les choses. Bon, après, je me dis, c'est comme je dis, hein, il n'y a pas de regret, ça devait se faire comme ça, donc on avance. Dans l'Hexagone, c'est vrai, quelquefois, j'ai envie de repartir, surtout quand je vois les collègues et tout, comment ils évoluent, que ce soit en club ou pas, ou à la télé, mais ce n'est pas forcément l'envie que j'ai. J'arrive à un âge où on a plus envie de se poser, d'être tranquille, quoi. D'être vraiment comme un retraité. Mais pas tout à fait. Nous arrivons dans la dernière partie de cette émission, appelée Sur le divan du champion. Je vais vous poser 10 questions, il faudra répondre à chacune d'entre elles en 50 secondes. C'est court. Ouais, c'est court, c'est bien. C'est précis, c'est rapide. Première question. Quel plus beau cadeau peuvent vous offrir vos 2 fils? Leur présence. Leur présence. Non, ben je suis pas très cadeau, hein. Mais c'est savoir que j'ai 2 fils que j'adore et que ce sont des hommes, mais c'est comme ça, c'est leur présence. Ouais. On rappelle que d'ici quelques semaines, ce sera votre anniversaire, donc on sait que voilà, il faudra faire des pieds et des mains pour qu'ils soient tous les 2 présents pour vos 60 ans. C'est ça. Alors, l'un de vos fils, Johan, est joueur et il fait partie donc de la sélection de la Gold Cup 2025. Comment gère-t-on la relation père-fils dans une compétition sportive? Bien. Enfin, en tout cas, on a eu l'occasion d'être sur 2 matchs, 4 matchs plutôt, aller-retour, les îles Caïmans et le Nicaragua. Donc, on s'est retrouvés pendant une semaine, 10 jours. C'était nouveau pour moi, ouais. Mais bien, plutôt bien. C'était même pas le père et le fils parce que je lui parlais pratiquement pas. C'était comme un joueur, un autre joueur. C'est une compétition, voilà. C'est pas la relation familiale qui prime, c'est la relation. Non, pas du tout. Et lui, il le sait. Il sait pas. On parle pas de l'équipe qui va être mise en place. On parle de. Non, il est comme un autre joueur. Mais il a ce petit truc en plus qui fait que quand il est présent... Oui, quand il est présent, sa présence m'apporte énormément, oui, c'est clair. Ouais, sur un plan personnel, émotionnel et tout, oui, énormément. Ça fait du bien, comme je l'ai dit, hein, c'est mon fils, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Que les papas comprendront. Quel conseil donneriez-vous aux supporters des Antilles? Au-delà de supporter l'équipe, c'est de savoir qu'on est dans un process d'organiser une équipe, d'être avec son équipe. Ce sont des Guadeloupéens déjà, parce qu'assez souvent on fait l'amalgame entre le joueur d'ici et le joueur professionnel, mais ce sont des Guadeloupéens qui viennent pour aider la Guadeloupe, donc de les pousser, pousser, d'oublier les choses négatives. On est là pour pousser son équipe, pour pousser la Guadeloupe vers l'avant. Parce que les supporters peuvent se montrer parfois un peu durs, parfois pas aussi... Oui, c'est le cas. Hein, parce que là, on a vu justement pendant la finale de Ligue des Champions, on a beaucoup entendu les supporters du PSG, on n'entendait que c'est eux qui ont gagné la bataille des stades. Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là ici aux Antilles? Non, ça va être compliqué, très compliqué. Non, on n'est pas à ce niveau-là. Je crois que ça se joue énormément comment les médias emmènent la chose.
parce qu'on le sait très bien. C'est les médias qui parlaient. On voyait les supporters, mais les médias. Et donc, ça peut pousser les autres par la suite à peut-être s'avancer dans ce domaine. Donc, c'est un travail collectif, selon collectif, oui. Quel sportif guadeloupéen devrait apparaître, selon vous, sur le prochain calendrier Dieu du Stade? Wow. Alors, on rappelle que vous-même, vous avez fait une apparition sur ce calendrier où on peut vous voir en toge de l'ère... Ouais, il y a moi, je sais pas. Je sais pas si Bélocien, il est passé. Vous ne savez pas? Non. Moi, j'avais en tête, moi, comme ça, je me suis dit Alexandre Lacazette ou Yannick Borel. Ouais, ben, tu vois, on a pas mal de jeunes qui mériteraient. Jeunes. Ouais, ou moins jeunes, et qui mériteraient d'être, oui. Bon, moi, je pensais à Bélocian pour ce qu'il fait. Il a pris l'initiative de repartir sur la métropole, de partir sur la métropole pour pouvoir travailler, pour continuer son évolution. C'est pour ça que je pense à lui. Je parle de l'athlète. Mais vous, c'est fini le calendrier Dieu du Stade? Oui, c'était une fois. Ça, c'était qu'une fois. C'est un calendrier collector. Ouais, voilà. Il va falloir que je le retrouve. Vous avez des exemplaires? Non. C'est bien dommage. Ouais. Vous avez fait des photos et vous n'avez même pas gardé... Juste une photo, peut-être. Il faudrait que je trouve cette photo. Ça se trouve où? Prochaine question. Qui a installé chez vous le tableau électrique? Non, ça c'est mon pote. Ça c'est un collègue, un pote, c'est un ami qui a fait l'électricité à la maison. Moi, je suis plus pour ces petits détails, c'est les petites choses qui arrivent au quotidien, quelquefois dans la maison, quoi. Parce qu'il faut rappeler que vous avez une formation d'électricien. Quand vous êtes parti à 20 ans, vous aviez commencé des études... Ouais. Non, je travaillais déjà comme électricien. Ouais, j'avais fait une année CAP, et puis après j'ai arrêté l'école, donc je me suis mis carrément là-dedans. C'était très intéressant. Ouais. C'était très intéressant, mais aujourd'hui vous faites appel aux copains. Aux copains, oui. Plus calés que moi, c'est ça. L'OM est à jamais dans votre cœur, mais vous avez certainement une deuxième équipe de foot préférée. Oui, il y a Valence, il y a l'Étoile. Non, mais quand on parle au niveau, oui, bien sûr, il y a Valence. Valence, 5 ans à Valence, oui. Il fallait y être. J'ai passé 5 ans magnifiques. Ouais, 5 ans découverte de la langue, et de la manière de vivre là-bas, la paella, Valenciana. Non, il y avait de la joie de vivre. Et puis, bien sûr, après, il y a eu des résultats aussi qui ont fait que j'ai aimé d'être là-bas. Ouais. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous continuez à suivre les matchs de Valence? Bien sûr. Ouais. Malheureusement pour l'OM, ils ont gagné l'UEFA contre l'OM en finale. Votre cœur a été déchiré alors? Ben oui, c'était déchiré, mais bon, après, ils méritaient de gagner. Parce que le meilleur gagne. Voilà, ils étaient vraiment au-dessus. Vous êtes un vrai sportif. Ouais. Ah non, mais moi, c'est que le meilleur gagne. Et puis, je suis plus pour le foot qu'autre chose. Ouais, voir un beau match. Ouais. Mais je ne regarde pas beaucoup. Paris Saint-Germain, l'Inter, mais je regardais très peu. Ah, vous n'avez même pas regardé le match en entier comme tout le monde? Ah non, pas possible. C'est trop pour moi. Aujourd'hui, c'est trop pour un ancien international de regarder un match de foot. Ouais. Je voulais voir, j'ai eu 20 minutes, ils avaient 2-0. Après, je dormais. Je n'ai même pas vu les... J'ai fait une sieste dans l'après-midi. C'est important, puisque vous préparez le départ des Guada Boys, donc c'est important que le coach soit en forme. Ouais. Exact. D'ailleurs, vous rencontrez le Panama le 16 juin. Pour déstabiliser l'adversaire, il va falloir donc user de tactique. Verra-t-on Thierry Henry au bord du terrain soutenant les Guada Boys? J'aurais bien aimé, parce que j'ai vu comment il a pu... en tout cas, il est souvent sur les terrains. Mais j'aurais aimé qu'on ait un soutien de la sorte, à l'international et tout, et de la visibilité pour la Guadeloupe, pour nos jeunes. Et tout, ce serait bien, ouais. Et de la déstabilisation, parce que Thierry Henry, c'est l'idole de Cecilio Waterman, qui est un adversaire. Mais ça peut être négatif pour nous aussi, parce que tous nos joueurs voudront être avec Thierry Henry. Voilà. C'est quand même Thierry. Mais il peut les voir avant ou après. Et sur le terrain, être à fond. Avec peut-être un drapeau guadeloupéen. C'est notre star et tout. Donc,
j'imagine que les joueurs seront plus Thierry. Ouais. L'appel est lancé. Y a-t-il une chance que le candidat Angloma se présente au présidentiel? Quel présidentiel? Déjà. Pas réfléchir. Ouais, non. Présidentiel, qu'est-ce qu'on Ça peut attire penser? les sportifs de haut niveau, Ouais, sans citer tes dirigeants. j'ai cru comprendre. Pas du tout. Pas du tout. Je suis pas apolitique, mais je suis loin de ça. Ouais. Bah, on a son mot à dire, hein. On est des citoyens, mais non, pas du tout. C'est un monde à part pour moi. Et ça ne vous intéresse pas du tout? Non. Dernière question. Dombré ou ossobuco à la milanaise? Dombré. Non, Dombré, bien sûr. Dombré, mais pas Dombré, crevette, tout ça, non. Dombré comment alors? Queue de cochon, voilà. Comme on le faisait auparavant. Là, maintenant, ça a beaucoup changé. Après, chacun ses goûts, hein, mais ouais. Mais un petit ossobuco à la milanaise, ouais, vous c'est êtes pas mal, partagé. ouais. Votre cœur balance entre la ouais. cuisine italienne et la cuisine antillaise. Beaucoup. Beaucoup, parce que c'est une cuisine quand même, où on mange bien aussi. Après, il faut aimer. Il faut aimer les pâtes. Il faut aimer la pizza. Vous aimez les pâtes? Et j'aime les pâtes, ouais. Et vous aimez la pizza? Ouais. Ça ne se voit pas du tout. Non. Justement, c'est beaucoup d'huile d'olive et autres. C'est assez, je trouve ça assez sain, quoi. C'est fait maison alors? Plutôt. On est d'accord. Enfin, les pâtes, non. Ouais. Oui, mais quand je vous dis fait maison, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est surtout vous cuisinez vous-même. Oui, les pâtes, ouais. Cuisinez vous-même. Et la pizza aussi alors? Non. Je ne suis pas si fort que ça. Les pâtes, je fais mes pâtes al dente, bien. Ouais. J'ai appris à les faire en Italie. Al dente, 7 minutes? Peut-être moins. Ah, même moins? Après, ça dépend des pâtes. Bon, il faudra qu'on passe dans la cuisine de Jocelyne Ngoma pour savoir comment bien manger, pour bien avancer dans la vie. Jocelyne Ngoma, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir partagé toutes ces confidences. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux pour voir et revoir cette émission. Et à très vite pour un nouvel invité.